La loi Asile et Immigration adoptée en première lecture, et puis l'avis de la gauche, eh bien c'est avec Manuel Bompard qu'on va en parler ce matin, qui est le secrétaire national du Parti de gauche. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Alors, cette loi a été adoptée en première lecture, Asile et Immigration à l'Assemblée nationale, et par au Sénat. Est-ce que, à la faveur de cette discussion et de ce vote, on a vu revenir le clivage gauche-droite ? Non, je crois pas. D'aucuns disaient parti. Non, je crois pas. La principale grief que nous, on a vis-à-vis de ce projet de loi, c'est qu'on considère qu'il ne répond pas aux vrais problèmes qui sont posés, notamment sur la question de l'immigration. C'est quoi le vrai problème pour vous ? S'attaquer aux causes, pas seulement regarder les conséquences, ouais. Mais s'attaquer aux causes des migrations, les causes de la guerre, les accords économiques injustes qui sont liés entre l'Europe et d'autres continents, la question qui va être une question prégnante dans les prochaines années des réfugiés climatiques, ces questions-là, ouais. il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Et on s'attaque uniquement aux conséquences de ça et comment on gère la situation courante. Mais si on veut s'y attaquer concrètement, il faut s'attaquer aux causes, et ça n'est pas fait malheureusement. La France Insoumise parle d'une loi inhumaine, c'est votre avis ? Bah, c'est clair que à partir du moment où les gens arrivent sur le territoire national, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de les accueillir dignement ? Encore une fois, il ne faut pas s'en contenter, il faut regarder les raisons qui poussent les gens à se déplacer. Mais est-ce qu'on peut les intégrer, ces gens ? Mais bien sûr, mais une fois qu'ils sont... Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix, y compris si vous voulez les positions qui consistent à dire qu'on va mettre en place une forteresse autour de la France ou même autour de l'Europe sont des positions qui sont complètement intenables. Et y compris les positions qui consisteraient à dire que tous les gens qui sont sur le territoire national, vous allez les renvoyer chez eux, sont totalement intenables. La question qui est posée, c'est d'abord comment on s'attaque aux causes. Ça, c'est une question centrale et à laquelle il faut apporter des réponses. Il faut revoir nos accords de développement. Mais des accords de libre-échange économique qui pillent les économies du Sud. Par exemple, les accords entre les États-Unis et l'Europe, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Ah non, mais je ne vous parle pas de ces accords-là, mais je vous parle des accords de partenariat économique qu'on a pu faire avec l'Afrique, par exemple, qui poussent les modèles économiques africains à travailler beaucoup sur l'exportation et au détriment des conditions de vie des populations locales et qui les envoient sur les routes. Mais aussi la question de la paix. Je veux dire, il faut que la France devienne enfin un acteur de la paix dans le monde, puisque beaucoup de migrations sont dues aussi à des situations de guerre. Vous êtes contre la présence de la France, par exemple, dans certains pays d'Afrique, comme le Mali ? Ah ben ça dépend des cas. Il me semble que moi, je ne suis pas contre par principe. Je suis pour le respect de la légalité internationale. Oui. Et donc la question de l'ONU. Et il me semble que, par exemple, sur le Mali, il y a eu une intervention qui a permis quand même d'empêcher que le pays tombe aux mains des djihadistes. Celle-là, elle ne vous dérange pas ? Mais non. En revanche, notre intervention en Syrie récemment ? Ah bah clairement, elle se fait au détriment de toute légalité internationale. Mais elle se fait sur la base de résolutions de l'ONU, quand même. Ah bon ? Quelles sont les résolutions de l'ONU qui ont autorisé la France ? Qui interdisent l'usage d'armes chimiques. Bien sûr, mais pour l'instant, vous n'êtes pas sans savoir qu'une commission internationale est sur place pour déterminer si effectivement il y a eu des attaques chimiques ou pas. Et attaquer avant l'épreuve, c'est quand même quelque chose qui me paraît problématique. Alors dans cette loi, il y a une disposition sur le délit de solidarité. Oui. Délit de solidarité, ça veut dire qu'un national, par exemple, ne peut pas aider de migrants, sinon il s'expose à des sanctions. Eh bien, ça a été assoupli. Et le délit de solidarité ne comprend pas le fait de pouvoir donner des soins, de l'alimentation aux réfugiés. Est-ce que vous êtes rassuré là-dessus ? Non, puisque le délai n'a pas été suffisamment assoupli, puisque, par exemple, la question des militants politiques qui portent assistance à des personnes qui sont dans des situations difficiles n'est pas compris dans les assouplissements qui ont été... Il y en a de la France Insoumise ? Bien sûr, la France Insoumise, elle s'engage partout en France et elle essaye de se poser la question à chaque fois de comment on traite les gens avec humanité. Et pour autant, je crois qu'elle n'a pas une position qui soit une position béate. Elle a une position... Il ne s'agit pas de dire tout le monde est le bienvenu sur le territoire national. Il s'agit de regarder pourquoi les gens partent et de s'attaquer à ça. Mais une fois qu'ils sont sur le territoire national, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas tous les renvoyer justement, chez eux ? Il y a probablement des militants de chez vous ce week-end qui étaient des militants pro-migrants, qui étaient dans les Alpes. Il y a eu des gens d'extrême droite, il y a eu des gens de la gauche. Est-ce que... et Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, s'en est inquiété. Il a envoyé des forces de l'ordre pour remettre un peu d'ordre. Mais qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Pourquoi vous avez fait ça ? Nous n'avons rien fait. Ce que nous avons constaté, c'est que... Non, mais vous les soutenez, c'est... Mais je ne sais pas de qui vous parlez, parce que ce que nous avons constaté, c'est qu'il y avait un groupuscule d'extrême droite qui, au mépris de la loi, a décidé d'imposer une frontière sur le col de l'Échelle. Bon, et il me semble qu'au contraire, je trouve que Gérard Collomb a été extrêmement lent à réagir. C'est quand même une vraie difficulté que des individus se mettent à la place de la puissance publique pour assurer le respect d'une frontière. Donc c'est une
une vraie difficulté. Après, j'ai vu qu'il y avait eu d'autres initiatives et manifestations, mais dans lesquelles la France Insoumise, à ma connaissance, n'était pas engagée. Alors, il y a quelques mouvements dans les facultés, dans les universités. Ce matin, l'université de Montpellier, une des universités de Montpellier est évacuée. Il n'y avait plus d'étudiants dedans parce qu'ils sont en vacances. Il y a eu Tolbiac la semaine dernière, Sciences Po et d'autres. Est-ce que vous êtes très présent dans les facultés? Parce que c'est un des vecteurs, je dirais, de la lutte que menait Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je crois d'abord que les étudiants, ils se mobilisent, et ils se mobilisent parce qu'ils sont en désaccord avec la réforme du gouvernement qui s'appelle Parcoursup et qui vise à Ils sont en désaccord ou c'est de l'activisme politique? Non, je crois qu'ils sont sincèrement gauchistes, comme il y avait dans le temps. Non, mais j'ai bien compris que certains essayent de disqualifier la mobilisation qui est en cours dans les universités, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ces opérations de communication et regarder le fond. Pourquoi les gens se mobilisent? Ils se mobilisent parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle Parcoursup et qui va handicaper... C'était mieux. Non, mais bien sûr que non. Mais vous savez, vous avez d'autres alternatives que le tirage au sort ou la sélection à l'université. Vous pouvez par exemple décider d'investir de l'argent dans l'université pour enfin que tout le monde puisse être accueilli dignement à l'université. Ça serait quand même bien pour notre pays que tout le monde puisse faire des études supérieures quand il en a envie. Oui, or là, à la place, on va mettre une sélection qui est une sélection sociale. Quand il en a les moyens intellectuels et tout le monde n'est pas voué et doué pour faire des études. Mais il faut que tout le monde puisse trouver son parcours, bien évidemment. Mais là, la difficulté, c'est qu'on va avoir une sélection à la fin du lycée sur des questions qui sont des questions sociales, puisque par exemple, quand vous allez poser la question, j'ai vu dans les prérequis de certaines filières, par exemple, que si vous avez redoublé au collège, c'est une difficulté pour accéder à cette filière. Or, vous savez très bien qu'il y a des gens qui arrivent à la fin de leur scolarité collège-lycée, qui avaient peut-être des difficultés scolaires et qui après réussissent très bien à l'université. C'est dommage. Vous êtes passé à l'université pendant les mouvements là Bien sûr, moi je suis allé soutenir les étudiants mobilisés, notamment à l'université de Toulouse, le Mirail, qui est une des universités qui est bloquée depuis maintenant plusieurs semaines. Et bien sûr, moi je Vous avez été bien accueilli ou au contraire, très bien récupération? Mais non, très bien accueilli, mais parce que les étudiants, ils savent que nous, on prétend pas que c'est la France Insoumise qui guide ce mouvement-là, mais on est en soutien de cette mobilisation. Je remarque qu'il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des personnels, des enseignants, et beaucoup d'étudiants retraités aussi. Enfin... Oui, mais vous savez qu'il y a aussi des présidents d'université qui disent Parcoursup c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. L'université de Rouen, par exemple, sur le principe, sur les moyens. Bien sûr, mais c'est quelque chose qui a été fait en dépit du bon sens, où manifestement le pouvoir a voulu passer très en force, très vite, et ça n'a pas été préparé. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir continuer à mobiliser? Je l'espère. En tout cas, il y a des dates de mobilisation qui sont prévues. Il y a une manifestation le 5 mai prochain. Alors, parlons de cette manifestation. Donc, c'est une manifestation qui est appelée à l'appel de François Ruffin, qui est un député de la France Insoumise. Alors, qui va participer à cette manifestation? Écoutez, c'est une initiative effectivement qui a été lancée à la Bourse du Travail, dans laquelle on retrouvait François Ruffin, Frédéric Lordon, des intellectuels. Aujourd'hui, à ma connaissance, cette initiative est soutenue bien sûr par la France Insoumise, mais aussi par d'autres organisations politiques. Les syndicats ont dit, Philippe Martinez de la CGT a dit on n'y va pas. Philippe Martinez a dit ça, bien sûr. Moi, j'espère qu'il y aura beaucoup de syndicalistes, y compris de la CGT, qui participeront à cette initiative. Mais cette initiative, c'est qu'un point d'étape vers, j'espère, une autre date. Combien de personnes? C'est toujours difficile à 2 semaines de dire combien de personnes on attend, mais je pense qu'il y aura des dizaines de milliers de personnes dans la rue à Paris. C'est quoi l'itinéraire? C'est quoi, pardon? L'itinéraire? L'itinéraire, la manifestation partira à 14h de la place de l'Opéra et elle ira jusqu'à la place de la Bastille. D'accord. Et vous ne pouvez pas nous dire combien vous attendez? Je vous dis plusieurs dizaines de milliers de personnes. Je pense que 50 000 personnes, 60 000 personnes, ça serait déjà une belle mobilisation. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une étape vers, après, j'espère, une date de mobilisation qui, cette fois, réunira les syndicats, les militants socialistes qui ont envie de s'engager clairement en opposition au pouvoir, à mon avis, sont les bienvenus. Mais, et Olivier Faure? Olivier Faure, le problème, c'est qu'il faudrait qu'il éclaircisse sa position. Lui-même a dit qu'il trouvait que le mouvement social était instrumentalisé, je ne sais quoi. Il faut que le Parti socialiste tranche enfin la question de savoir s'il est dans la majorité ou l'opposition. D'accord. Et M. Laurent, le patron du PC? Laurent est le bienvenu. D'ailleurs, je crois que le Parti communiste a prévu d'appeler à cette initiative. Pareil pour Hamon, Génération? Bien sûr, mais tous ceux qui veulent se retrouver dans la rue, nous ne sommes pas en désaccord avec l'idée qu'il y ait une convergence des forces politiques. Mais il faut que ça serve à quelque chose, pas seulement pour aller faire des photos dans un train. Et c'est quoi la revendication alors? C'est quoi le mot d'ordre là? Le mot d'ordre, c'est Stop Macron, c'est mettre un terme à cette politique injuste. Je pense que la question de la démission n'est pas la question qui est posée aujourd'hui. Au moins qu'il retire son projet de loi de réforme de la SNCF et qu'il mette tout le monde autour de la table et qu'on puisse discuter. Parce que pour l'instant, c'est clairement un passage en force. Il n'écoute personne, ce monsieur, il est tout seul. Oui, mais il vous a dit, il fait comprendre qu'il ira jusqu'au bout, lui. Lui, c'est son point de vue, mais je connais peu de pouvoirs qui disent
au début d'un mouvement social qui vont reculer. Et donc tout le monde dit au début qu'ils iront jusqu'au bout. Et puis, c'est un échec, la convergence des luttes, finalement. Pourquoi vous dites que c'est un échec? Ça ne marche pas, on voit bien que chacun est dans son couloir, finalement. Non, je ne crois pas. Je trouve qu'au contraire, depuis plusieurs semaines, il y a un certain nombre de secteurs de la société qui se mobilisent, qui commencent à converger. Après, il ne suffit pas de claquer. On en est qu'au début, là. Mais bien sûr, je pense que le mouvement va durer, va s'amplifier au cours du mois de mai. En tout cas, c'est ce à quoi on aspire. C'est quoi? C'est un nouveau mai 68 que vous voulez faire? Si des gens veulent l'appeler comme ça, pourquoi pas? Je crois qu'il y a surtout beaucoup de gens qui sont en colère face à la politique gouvernementale. Il y a une violence rentrée là chez... Moi je trouve que la violence elle est du côté du pouvoir. Je trouve que la brutalité avec laquelle on essaye de passer en force sur la SNCF, la brutalité avec laquelle on évacue les universités, la brutalité avec laquelle on a traité la question de Notre-Dame-des-Landes, alors qu'on voit bien qu'il y avait des solutions qui étaient des solutions raisonnables, qui étaient de permettre aux gens qui s'étaient installés, qui avaient des projets agricoles, de pouvoir les poursuivre. Non mais d'accord, mais il fallait engager une discussion. D'ailleurs, c'est ce qui est en train d'être fait maintenant. Alors pourquoi il y avait besoin de ce déchaînement de violence et de police et de gendarmerie sur Notre-Dame-des-Landes alors que maintenant on est en train de discuter? Dans un an, il y a des élections européennes. Bien sûr. Est-ce que vous allez présenter une liste? Ah bien sûr, la France Insoumise elle aura une liste. Ça sera le premier rendez-vous électoral avec qui va conduire cette liste? Pouvoir. Écoutez, on n'a pas encore tranché cette question. Les investitures sont en cours. Je pense pas, mais ça pourrait. Mais Jean-Luc Mélenchon est député, donc je crois pas que ça soit son souhait. Mais en tout cas, c'est clair que s'il le souhaitait, je pense que la France Insoumise serait prête à... Et ça sera une liste d'union avec, je sais pas, avec le Parti communiste, avec des écologistes, avec... Écoutez, là, nous on fait des rassemblements quand on est d'accord sur les orientations politiques. Jean-Luc Mélenchon, il veut pas, lui, il estime que c'est la France Insoumise et les autres... Je crois pas, je crois que la question qui est posée, c'est de savoir si on est capable d'avoir un discours commun sur la question européenne. Et personne n'ignore qu'entre Génération, par exemple, le mouvement de M. Hamon et la France Insoumise, il y a des divergences sur la question européenne. Fortes. Nous, on est pour ce qu'on a appelé un plan A et un plan B, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un rapport de force avec les institutions européennes. C'est pas la position aujourd'hui d'un mouvement comme Génération. Et quand on veut pas mentir aux gens, il faut les respecter, les Français. Et si les accords sont possibles à partir du moment où il y a un accord sur le fond, et je crois que cet accord aujourd'hui n'existe pas. Dernière question, Canal Phi. Oui. Donc Canal France Insoumise, c'est une télévision que vous allez lancer? C'est lancé depuis ce matin, c'est une télévision en ligne sur le site de la France Insoumise, notamment le blog de Jean-Luc Mélenchon, et qui permet de tenu par des journalistes? Non, Canal Phi, c'est un média qui est le média de la France Insoumise. Avec tenu par des militants ou des cadres du parti? Exactement, et qui prétend pas faire un travail journalistique, qui est une télévision qui permet à la France Insoumise de diffuser son message. Propagandiste? Si vous voulez utiliser ce mot, moi il me dérange pas, mais c'est plutôt un média qui permet de diffuser du contenu produit par la France Insoumise et qui prétend pas une objectivité. On est avec Manuel Bompard et on continue avec Jean-Baptiste Sémerjian qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Yves, bonjour Manuel Bompard. Alors, une première question de Guillaume. Guillaume voudrait connaître votre position, et plus largement la position de la France Insoumise, sur la réforme des retraites. Parce qu'il y a un mot d'ordre sur la réforme des retraites, qui arrive, on ne connaît pas encore les contours. On ne connaît pas encore les détails, mais c'est clair que ça s'inscrit dans la même orientation que ce qui a été fait pour l'instant sur la question du Code du travail, par exemple. Et clairement, la France Insoumise y sera opposée. Ce qu'il y a dans le programme de la France Insoumise, c'est le retour à la retraite à 60 ans, à taux plein. Et c'est une revendication forte. Donc, et c'est possible dans le monde actuel, ça? Mais bien sûr que c'est possible, mais il faut aller chercher l'argent là où elle est. Mais vous voyez bien que la démographie change. Et bien sûr que la démographie change. Mais vous savez aussi que la productivité augmente et qu'un travailleur aujourd'hui produit autant de richesses qu'un demi ou un tiers de travailleurs dans les années 80. Et la question qui est posée, c'est ces hausses de productivité à qui elles profitent. Nous, on considère qu'elles doivent profiter aux salariés et qu'il faut réduire le temps de travail dans la semaine. C'est pour ça qu'on est favorable aux 35 heures. Dans la vie, c'est pour ça qu'on est pour la retraite à 60 ans à taux plein. Question un peu plus personnelle. Luc vous demande si après les défaites de la France Insoumise à la présidentielle et aux législatives, et en plus les faibles mouvements sociaux qui ont été appelés par la France Insoumise, vous, en tant que directeur des campagnes, vous n'avez pas envie de démissionner? Non, pas du tout. La question est polémique parce que la France Insoumise a fait un score que tout le monde a remarqué comme assez extraordinaire. Mais après la mobilisation, vous avez du mal à la créer. Mais vous savez, c'est normal que dans une démocratie comme celle de la Ve République, une fois qu'un président de la République a été élu, on lui laisse un petit peu sa chance. Je pense que les Français, ils sont des gens raisonnables. Jean-Luc Mélenchon appelait les Français à défiler sur les Champs-Élysées par millions il a surtout appelé à ce que les organisations syndicales prennent une initiative à l'époque. Effectivement, mais il l'a reconnu lui-même, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'après un an de pouvoir, les Français sont en train de se rendre compte de la réalité de la politique qui est menée, sont en train de se mobiliser. Mélenchon, il sera là le 5 ? Je pense que, bien sûr, oui, il sera là. On reste sur les figures charismatiques. Delafosse souhaite le retour de Olivier Besancenot, qu'il trouve plus fin que les Insoumis.
Quelle est votre relation, vous, avec Olivier Besancenot? Très bonne. Moi, le NPA, il est porte-parole du nouveau parti anti. Bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, le NPA a dit qu'il participerait à l'initiative et à la marche du 5 mai prochain. Et je trouve que si Olivier Besancenot ajoute sa voix à la voix de la contestation, c'est une très bonne chose pour tout le monde. Une question sur le média qui est un média qui n'est pas Canal Phi. Qui n'est pas Canal Phi, mais qui est apparenté ou qui a certains liens avec les Insoumis. Donc, justement, à ce sujet de lien, Fred vous interroge sur l'indépendance du média avec la France Insoumise. Il parle notamment d'un interview où une militante potentiellement insoumise a été présentée comme une personne interviewée normalement à la sortie de Tolbiac. Non, mais écoutez, c'est simple. C'est quand même une question qui revient depuis le début bien sûr, de média. Bien sûr. Une question, quels sont donc je suis très content de pouvoir profiter de ce plateau pour l'éclaircir. Je crois qu'il y a des militants de la France Insoumise qui sont engagés dans l'initiative du média, ils ne se cachent pas, des gens qui ont participé à la campagne électorale de la France Insoumise, mais pour autant, c'est une équipe autonome et l'équipe du média n'a pas de lien de subordination avec la France Insoumise. Il y a aussi des militants qui viennent d'autres univers politiques, qui ne sont pas tous membres de la France Insoumise qui sont dans ce média. Et je trouve que cette initiative d'essayer d'avoir une information qui soit plurielle, avec une diversité des opinions médiatiques, est une très bonne chose. Une dernière question qui est un peu plus portée vers l'avenir, c'est Stanislas qui se témoigne sur Twitter. Vivement les municipales que les citoyens de gauche s'occupent eux-mêmes de l'union, donc on peut dire l'union de la gauche. Il répondait à un de vos tweets où vous critiquiez Benoît Hamon. Si ensuite les états-majors refusent de dépasser leurs petits égaux, on avancera sans eux. Vous lui répondez quoi à Stanislas? Je pense qu'il se trompe s'il pense que la question est une question d'ego. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis certain. Je pense que la question qui est posée, c'est une question de pas se moquer des gens. Et les gens, ils en ont un petit peu assez des accords au plus petit dénominateur commun entre des organisations politiques qui ont des programmes différents. Et je pense que la politique, c'est de pouvoir faire s'affronter des orientations politiques différentes. Et donc moi, je suis favorable à la convergence et à l'union la plus large possible, mais à partir du moment où elle se fait sur un programme qui soit un programme clair, pas quand c'est de la tambouille et du plus petit dénominateur commun entre appareils. Vous risquez pas de décevoir les militants? Je pense pas. Je pense que les militants ils sont attachés à ça aussi. Et donc la question est simple. Non, mais que ça soit. Je crois pas. Je crois par ailleurs que croire que additionner des sigles et des étiquettes politiques, ça permet d'additionner des électorats. Je pense que c'est une vue de l'esprit. C'est faux. C'était Emmanuel Bompard qui était avec nous ce matin, secrétaire national du Parti de gauche et puis l'un des acteurs de la France Insoumise, notamment pour la grande manifestation, du 5 mai prochain. Merci Emmanuel Bompard. Merci Jean-Baptiste Semerjian. Merci aux internautes. Merci aux internautes et à demain pour de nouvelles aventures.